J'ai accueilli chez moi le cousin de mon mari, sans emploi, pendant une période difficile. Il m'a remercié en cachant de la drogue dans ma voiture et en appelant les services de protection de l'enfance contre moi. Tu ne mérites pas ce que tu as, a-t-il murmuré alors qu'on m'enlevait mes enfants. Mais lors de son audience au tribunal, il a appris que j'avais un enregistrement vocal qui allait bouleverser toute la salle. J'ai 38 ans, je suis mère de 2 enfants et j'habite à Garland, au Texas. Je m'appelle Ray, et avant que tout cela n'arrive, j'avais une vie simple et stable. Je gérais une petite garderie à domicile, rien de grand, juste quelques enfants du quartier, avec licence et inspection. Je respectais toutes les règles parce que je ne pouvais pas me permettre de ne pas le faire. Mon mari, Kyle, travaillait de longues journées dans le bâtiment. C'est le genre d'homme qui ne parle pas beaucoup, mais on sait toujours où il en est. Nous n'avions pas eu grand-chose en grandissant, ni l'un ni l'autre, donc tout ce que nous avons construit, nous l'avons gagné ensemble. Nous n'avons jamais demandé l'aumône, c'est pourquoi j'ai dit oui quand Tyler, le cousin de Kyle, s'est pointé. J'avais l'impression que je devais le faire. C'était fin août quand il a appelé, disant qu'il s'était fait virer de chez sa copine, qu'il dormait dans sa voiture derrière un Waffle House à Waco. Il avait l'air désespéré, disait qu'il avait juste besoin d'un endroit pour quelques semaines. C'était le cousin de Kyle du côté de sa mère, mais ils ne s'étaient pas parlé depuis des années. Pourtant, le sang reste le sang. J'ai dit à Kyle que nous ne pouvions pas le laisser comme ça. Kyle n'aimait pas l'idée. Il m'a prévenu que Tyler était un problème depuis leur adolescence, drogue, démêlée avec la justice, passant d'un emploi à l'autre. Il a quelque chose qui cloche chez lui, a dit Kyle, comme s'il était toujours en colère contre quelque chose. J'aurais dû l'écouter. Tyler est arrivé 2 jours plus tard avec rien d'autre qu'un sac poubelle plein de vêtements, un sac de sport élimé et l'odeur de quelqu'un qui n'avait pas pris de vraie douche depuis une semaine. Il avait la petite trentaine mais paraissait plus vieux, cheveux noirs et gras, joues creuses, et un regard qui vous transperçait. J'ai essayé d'être chaleureuse. Je lui ai préparé des repas, j'ai arrangé la chambre d'amis. Je lui ai même donné une carte Visa prépayée avec $60 dessus pour qu'il puisse prendre ce dont il avait besoin. Je ne voulais pas qu'il se sente comme un fardeau. Il restait surtout dans son coin. Il n'a jamais proposé d'aider pour quoi que ce soit, passait la plupart de la journée sur le canapé ou sur le porche, fumait constamment, disait qu'il avait une blessure au dos, ce dont je doutais. Il n'a jamais essayé une seule fois de trouver un emploi. Ce qui ressortait le plus, cependant, c'était la façon dont il regardait notre maison. Ce n'était pas de l'admiration, c'était du ressentiment. Je le surprenais à fixer la cuisine comme s'il détestait les placards, à regarder notre photo de mariage comme si elle l'offensait. Une fois, alors que je rangeais le salon, il a marmonné, juste assez fort pour que je l'entende, « Certaines personnes ont tout servi sur un plateau. » Je me suis retournée et je l'ai regardé. « Pardon ?» Il a secoué la tête. Rien. J'en ai parlé à Kyle ce soir-là. Il s'est juste frotté le front et a dit, il a toujours été comme ça. C'est pour ça que plus personne dans la famille ne s'occupe de lui. J'aurais dû le mettre à la porte à ce moment-là, mais je ne voulais pas être le genre de personne qui abandonne quelqu'un juste parce qu'il était gris. La garderie marchait bien. J'étais prudente, j'avais des caméras dans la salle de jeu principale, des registres pour tout, et chaque parent me connaissait personnellement. J'étais fière du fait que, même si je travaillais à domicile, je gérais les choses correctement. Et puis est arrivé le jour où tout s'est effondré. C'était un mercredi matin. Je venais de finir de débarrasser le petit déjeuner et je commençais à préparer la table de coloriage quand quelqu'un a frappé. 2 personnes, un homme et une femme, portant tous les 2 des badges d'identification autour du cou. Ils ont dit qu'ils étaient des services de protection de l'enfance, qu'ils avaient reçu un signalement une prétendue consommation de drogue, que cela venait de quelqu'un qui semblait crédible et que cela impliquait la présence d'enfants à proximité de stupéfiants. Je suis restée là, figée. Je leur ai dit que ce n'était pas vrai. Je leur ai dit que je dirigeais une garderie agréée. Je leur ai dit qu'ils pouvaient entrer, tout fouiller. Ils l'ont fait. Puis ils ont demandé à vérifier mon véhicule. Je ne voyais pas le mal. Je leur ai tendu mes clés. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de la femme quand elle est revenue en tenant un petit sachet en plastique. À l'intérieur,
il y avait 3 sachets plus petits remplis de poudre blanche. Elle les a brandis comme s'ils étaient une bombe. Ils ont dit que ça avait été trouvé derrière le siège passager, dans le compartiment latéral. Je ne consomme pas de drogue, je n'en ai jamais consommé. Je leur ai dit de me tester. Je les ai suppliés de me tester sur le champ. Ça n'a servi à rien. Ils m'ont dit qu'ils devaient retirer les enfants en vertu d'une ordonnance d'urgence, y compris les miens, mes enfants. Ils pleuraient. J'ai supplié. J'ai crié. Je leur ai dit qu'on me piégeait, que quelque chose n'allait pas. Et au milieu de tout ça, j'ai levé les yeux et j'ai vu Tyler debout près du couloir, en train de regarder. Il n'a pas dit un mot, a juste allumé une cigarette. Puis, alors qu'ils emmenaient ma fille par la porte, il est passé près de moi et s'est penché. « Tu ne mérites pas ce que tu as », a-t-il dit. J'ai voulu lui arracher la gorge, mais je ne pouvais pas bouger. Mes jambes ne fonctionnaient plus. Ma poitrine semblait s'effondrer. Ma fille criait « Maman ! Maman !» Et je ne pouvais rien faire. Après leur départ, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à en vomir. Quand Kyle est rentré et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il tremblait de rage. Il n'arrêtait pas de demander « Où est-il ? Où diable est-il ?» Tyler était parti à ce moment-là, sans un mot, emportant son sac de sport, et avait disparu. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. 2 semaines avant que tout cela n'arrive, j'avais commandé en ligne une petite caméra de surveillance cachée. Elle ressemblait à une enceinte Bluetooth. Je voulais l'utiliser pour aider à former la fille que j'envisageais d'embaucher comme assistante de secours. Je l'avais posée sur l'étagère de la cuisine et je l'avais oub. J'ai prié pour qu'elle enregistre encore. J'ai ouvert la carte SD sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir les séquences. C'est là que je l'ai trouvée. C'était 4 nuits avant la visite des services de protection de l'enfance. Tyler était dans la cuisine, au téléphone. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Il a ri, a dit « Ouais, mec. La gardienne se promène comme si elle était parfaite. Elle a la belle maison, la jolie petite vie. J'ai arrangé ça. J'ai déposé quelques grammes dans sa voiture hier. J'ai appelé les services de l'enfance ce matin. Elle ne saura pas ce qui lui arrive. J'ai dû écouter cet extrait 10 fois. Je tremblais. Cet enregistrement m'a sauvée, mais je ne le savais pas encore. Nous avons rappelé un avocat ce soir-là, nous avons rapporté les images à la police, déposé une plainte officielle, tout montré au service de protection de l'enfance. Mais même avec les preuves, le processus était lent. Il a fallu 3 mois pour que des accusations soient portées contre Tyler, et pendant ce temps, ma vie était un enfer. Les services de protection de l'enfance devaient encore mener leur propre enquête complète. On m'a interdit de m'occuper d'enfants. Nos revenus ont chuté. Mes enfants ont été placés temporairement chez ma sœur à Plano. Je ne pouvais les voir que sous surveillance, 2 heures par semaine. Tyler a ruiné mon nom, mon entreprise, ma famille, tout ça parce qu'il était aigri. Mais finalement, la vérité a commencé à éclater, et quand la date de son procès a enfin été fixée, je me suis assurée d'être là, au premier rang. Tyler est entré comme s'il n'avait aucun souci au monde, jusqu'à ce qu'il diffuse cet enregistrement, et que tout change. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque l'audio a été diffusé. Tout le monde, le jury, le juge, le procureur, même l'avocat commis d'office de Tyler le fixait. On entendait chaque mot qu'il disait. Sa voix était claire. Son rire me retournait l'estomac. Il a tout avoué, avoir caché la drogue, appelé les services de protection de l'enfance, et l'avoir fait par pure haine. Il m'a regardé quand l'enregistrement s'est terminé. Pour la première fois, il avait l'air nerveux. Le procureur s'est levé et a dit « Votre honneur, cet enregistrement prouve non seulement l'intention malveillante, mais aussi la préméditation. L'accusé a commis ces actes pour détruire la vie d'une femme qui lui avait offert un toit. Ce n'était pas un malentendu, c'était un coup monté. » L'avocat de Tyler a demandé une courte suspension. Je pouvais le voir chuchoter quelque chose avec colère à Tyler, lui demandant probablement pourquoi diable il n'avait jamais mentionné l'enregistrement. Le juge a accordé la suspension, et ils ont été tous les 2 sortis précipitamment de la salle.
Je suis restée assise, agrippant le bord du banc, les mains tremblantes. Ça aurait dû être une victoire, mais ce n'était pas le cas, pas encore, parce que mes enfants étaient toujours partis, parce que ma licence de garderie était toujours gelée, parce que personne ne m'avait présenté d'excuses pour ce que j'avais déjà perdu. Lorsque le procès a repris, l'avocat de Tyler a tenté de le dépeindre comme mentalement instable, disant qu'il souffrait de traumatismes passés, de pauvreté, de toxicomanie, et qu'il n'avait pas toute sa tête. Ils ont même essayé de me blâmer, disant que je l'avais peut-être fait se sentir inférieur, que j'avais étalé ma vie devant quelqu'un qui n'avait rien. La juge a rapidement mis fin à cela. Il ne s'agit pas d'envie, a-t-elle dit. Il s'agit d'un homme qui a instrumentalisé le système pour punir quelqu'un qui l'avait aidé. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est de la cruauté. J'ai enfin ressenti quelque chose à ce moment-là, pas de la joie, pas de la paix, juste le début de la justice. Mais ce n'était pas encore fini. Ce soir-là, j'ai reçu un appel téléphonique, numéro masqué. J'ai répondu quand même. C'était Lance, le frère aîné de Tyler. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Ray, a-t-il dit, je suis désolé pour tout ça. J'ai entendu ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui. Je n'ai rien dit. J'attendais qu'il me demande d'abandonner les charges ou quelque chose comme ça, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a dit, il y a quelque chose que tu ne sais pas sur Tyler, sur ce qu'il a fait avant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il a fait la même chose à une femme à Lebec il y a quelques années, a-t-il dit. Un coup monté différent, le même jeu. Elle travaillait dans une école. Il a caché des pilules dans son sac à main et a fait un signalement anonyme. Elle s'est fait virer, a perdu sa licence. Elle a déménagé, n'a jamais su qu'il avait fait. Ma bouche s'est asséchée. Pourquoi personne n'a rien dit, ai-je demandé. Lance a soupiré. Parce que c'est la famille, et personne n'avait de preuves. Je ne l'ai découvert qu'après qu'elle ait dit à ma mère ce qu'elle soupçonnait. Je ne l'ai pas cru à l'époque, mais après ce que tu viens de révéler, je le crois maintenant. J'ai raccroché et je me suis assise sur le bord du lit. Ce n'était pas seulement moi. Il avait déjà fait ça. Il avait un schéma. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin. Je lui ai tout raconté ce que Lance avait dit. Elle a enquêté, a trouvé la femme à Lebec. Elle s'appelait Carla, et quand nous l'avons contactée, elle a pleuré au téléphone. Elle avait cru être folle pendant des années. Elle a accepté de soumettre une déclaration au tribunal. Cela a ajouté une autre tournure à l'affaire, une que le procureur a adorée. Cela prouvait que Tyler n'était pas un délinquant occasionnel, il avait des antécédents. Et puis, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Les services de protection de l'enfance m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils avaient terminé leur enquête. Non seulement j'étais innocentée, mais ils publiaient des excuses officielles. L'assistante sociale qui avait enlevé mes enfants voulait me parler personnellement. Je me fichais des excuses, je voulais juste que mes enfants rentrent à la maison. Quand je suis allée les chercher chez ma sœur, je m'attendais à ce qu'ils soient en colère ou confus, mais ils ont couru vers moi comme s'ils n'allaient jamais me lâcher. Nous avons pleuré, nous tous, même Kyle, qui pleure rarement. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, les choses allaient se calmer. Mais j'ai eu une autre surprise. Quelqu'un s'est introduit dans notre garage. Ils n'ont rien volé, ils ont juste brisé le pare-brise de ma camionnette et écrit à la bombe de peinture sur le côté. La police pensait que c'était quelqu'un lié à Tyler, peut-être un ami, peut-être quelqu'un de son passé. Le procureur a demandé une ordonnance de protection. Ça ne m'a pas fait peur, ça m'a juste rendu plus déterminée à aller jusqu'au bout. Je pensais que Tyler touchant le fond au tribunal était le pire qu'il pouvait faire. J'avais tort, car la semaine suivante, lors d'une autre audience, une femme s'est levée au fond de la salle d'audience pendant que Tyler sortait. Elle a crié, « Tu as ruiné ma vie aussi !» L'huissier l'a escortée dehors, mais pas avant qu'elle ne crie son nom, Amanda. Je me suis souvenu du nom dans l'un des dossiers des services de protection de l'enfance qui avait été brièvement mentionné. C'était une autre des cibles anonymes de Tyler. Il l'avait détruite aussi. Ce n'était plus seulement une vengeance, c'était la guerre, et je n'allais pas m'arrêter tant que toutes les personnes qui avaient laissé cet homme passer entre les mailles du filet ne seraient pas démasquées.
L'explosion d'Amanda au tribunal a secoué la salle. La juge a frappé fort avec son marteau et a ordonné une suspension de 10 minutes, mais plus personne ne se concentrait sur le procès. Tous les regards suivaient Amanda alors qu'on la sortait, hurlant que Tyler avait ruiné son travail, sa réputation, et que personne ne la croyait. Je ne la connaissais pas, mais je savais exactement ce qu'elle ressentait. Je me suis tournée vers le procureur pendant que tout le monde s'agitait et j'ai demandé s'il pouvait lui parler, voir si elle déposerait une déclaration comme Carla l'avait fait. Il a hoché la tête et a envoyé quelqu'un la chercher. Plus tard cette semaine-là, Amanda a accepté de témoigner. Son histoire était tout aussi terrible que la mienne. Elle travaillait dans un cabinet médical à Tyler, au Texas. Elle avait laissé Tyler dormir sur son canapé pendant un mois après qu'il ait perdu son emploi. Un jour, des pilules ont été découvertes dans le tiroir des fournitures de bureau sous son badge nominatif. Un signalement anonyme l'a fait licencier avant même qu'elle ne puisse s'expliquer. Elle a déménagé dans l'est du Texas et n'en a plus jamais parlé jusqu'à ce qu'elle entende le nom de Tyler aux informations pendant mon affaire. Nous avions maintenant 3 victimes. Tyler n'était pas seulement un perdant aigri, c'était un prédateur calculateur. Il ciblait les femmes qui l'aidaient, les femmes qui avaient quelque chose à perdre. Mais c'est là que les choses sont devenues encore plus compliquées. Une semaine avant l'audience finale de détermination de la peine, mon avocate m'a appelé pour une réunion. Elle avait l'air tendue. « Il y a quelque chose que vous devez voir », a-t-elle dit. Elle a fait glisser une copie d'une requête sur la table. C'était de l'avocat de la défense de Tyler. Il demandait à ce que Tyler soit déclaré mentalement inapte à recevoir sa sentence. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ça, il jouait la carte de la folie. Il prétend avoir des délires paranoïaques, a dit mon avocate, qu'il pensait que vous l'empoisonniez, que les enfants étaient des robots, et que les services de protection de l'enfance étaient une agence gouvernementale qui l'espionnait. Je l'ai juste regardé fixement. Rien de tout cela ne figurait dans la défense initiale, ai-je dit. Parce que c'est un coup de poker désespéré, a-t-elle répondu. Il essaie d'éviter la prison. Si le juge est d'accord, il ira dans un hôpital psychiatrique d'État, peut-être quelques années, peut-être moins. Mon estomac s'est noué. Je lui ai dit de se battre contre ça avec tout ce que nous avions. Mais Tyler n'en avait pas fini de me pourrir la vie. Le soir même, nous avons trouvé une lettre scotchée à notre porte d'entrée, pas de timbre, pas d'enveloppe, juste du papier de cahier plié et scotché à la vitre avec un morceau de ruban adhésif toilé. C'était l'écriture de Tyler. Elle disait, « Tu crois que c'est fini ? Le système se fiche de toi. Ils oublieront, mais pas moi. Tu m'as pris quelque chose. Tu mérites tout ce qui t'arrive. » Je l'ai montré à la police. Ils l'ont ajouté au dossier, mais comme Tyler était en détention en attendant son évaluation psychiatrique, ils ont dit qu'il était peu probable qu'il l'ait livré lui-même. Alors qu'il avait fait ? Cette question m'a hanté pendant des jours jusqu'à ce que le voisin d'en face, M. Andry, un retraité de l'Air Force, vienne avec les images de sa caméra Ring. Il a dit qu'il avait vu un étranger s'approcher de notre porte vers 2h14 du matin et coller quelque chose à la vitre. C'était une femme, la trentaine, sweat à capuche, pas rapide, regardant autour d'elle comme si elle savait qu'elle ne devrait pas être là. Nous avons figé l'image. Kyle l'a regardée longuement, puis a dit, c'est son ex de Waco. Celle dont il avait dit qu'elle l'avait larguée. Ce n'était donc pas seulement Tyler, il avait de l'aide, possiblement plus d'une personne qui croyait encore à son histoire. Cela m'a fait plus peur que toute autre chose. Il ne s'agissait plus d'un seul homme, il s'agissait de toutes les personnes qui laissaient quelqu'un comme Tyler les convaincre que le monde lui devait quelque chose. Le procureur a demandé une prolongation pour enquêter sur la femme de la vidéo. Le juge a accepté. Et c'est là que le plus gros rebondissement a eu lieu. En examinant les journaux d'appel et les messages de Tyler depuis la prison, les enquêteurs ont trouvé un numéro qu'il contactait régulièrement. Il était lié à un téléphone prépayé. Après quelques recherches, ils l'ont relié à mon ancienne assistante, Kelly, la jeune femme que j'entraînais avant la fermeture de la garderie, celle que je pensais m'avoir laissé tomber quand les choses se sont gâtées. Il s'est avéré qu'elle et Tyler se voyaient de temps en temps avant même qu'il n'emménage chez nous. Elle ne me l'avait jamais dit. Elle lui fournissait des informations tout le temps, mon emploi du temps,
quand je quittais la maison, où je gardais mes clés de voiture. J'en suis restée bouche bée. Je lui faisais confiance. Elle avait tenu la main de ma fille, aidé à nettoyer les peintures au doigt, lu des livres d'histoire. Et elle l'avait aidé à me piéger. Le procureur m'a dit qu'il se préparait à l'arrêter en tant que co-conspiratrice. 2 jours plus tard, ils l'ont fait. Elle a pleuré devant les caméras de télévision, a dit qu'elle ne voulait pas que ça aille aussi loin. Je ne ressentais même plus de colère à ce moment-là, juste de l'incrédulité. Combien de personnes savaient ce que Tyler faisait? Combien sont restées passives ou ont aidé pendant que tout cela se déroulait? J'ai commencé à réaliser quelque chose d'important. Ce n'était plus moi qui étais jugé. C'était Tyler, et maintenant, les gens qui l'avaient protégé aussi. Et la justice, la vraie justice, commençait à prendre forme. Le matin de l'audience finale de Tyler, je me suis tenue devant le miroir et je me suis regardée. Mon visage paraissait plus vieux qu'il y a 1 an. Mes yeux avaient perdu un peu de leur lumière, mais il y avait autre chose maintenant, de l'acier. J'avais survécu à la pire année de ma vie, et je ne me présentais pas au tribunal en victime, j'y allais pour la guerre. La salle d'audience était bondée. Les médias, les journalistes, les parents locaux, et même quelques étrangers qui avaient suivi l'affaire en ligne remplissaient les bancs. La juge était assise droite et sérieuse. Elle n'avait pas l'air d'humeur à plaisanter. Tyler a été amené, vêtu d'une combinaison beige, menotté, mais essayant toujours de paraître calme. Mais au moment où nos regards se sont croisés, j'ai pu sentir qu'il le sentait, son emprise sur le contrôle avait disparu. Avant la sentence, la juge a autorisé les déclarations des victimes. Carla a commencé. Elle a raconté à la salle comment Tyler avait détruit sa carrière d'enseignante, comment son nom était toujours lié à des rumeurs qu'elle n'avait jamais pu démentir. Elle a brandi une boîte de vieilles cartes de remerciement d'élèves et a dit « Il m'a pris ça. Je ne récupérerai jamais les enfants que je n'ai jamais pu enseigner. » Puis Amanda a parlé. Elle a expliqué comment elle était tombée en dépression après avoir perdu son emploi et qu'elle était à 2 doigts de se suicider. Il n'a pas seulement menti, a-t-elle dit, il a brisé quelque chose en moi qui a mis des années à se reconstruire. Puis ce fut mon tour. Je me suis levée. Mes genoux tremblaient, mais je n'ai pas laissé ma voix craquer. Je l'ai accueilli, ai-je dit. Je l'ai nourri, vêtu, lui ai donné un abri. Il a regardé mes enfants dans les yeux et a quand même caché de la drogue pour qu'on me les arrache. Il a essayé de me ruiner sans autre raison que la haine. Puis j'ai sorti une petite boîte et je l'ai posée sur la barre des témoins. À l'intérieur se trouvaient les clés de la garderie, ma licence professionnelle et une photo de famille. J'ai failli les jeter, ai-je dit à la juge, mais je les ai gardées parce que je veux que mes enfants grandissent en sachant que lorsque quelqu'un a essayé de détruire notre vie, nous n'avons pas cédé, nous nous sommes battus. La juge a hoché lentement la tête. Puis ce fut au tour de l'avocat de Tyler de parler. Il a demandé la clémence. Il a dit que Tyler avait eu une vie difficile, que la prison ne réparerait pas ce qui était brisé en lui, qu'il avait besoin d'aide psychologique. La juge n'a pas bronché. J'ai vu des gens manipulateurs, a-t-elle dit, mais M. Sandler est dans une classe à part. Il n'a pas besoin d'aide, il a besoin de conséquences. Elle l'a condamné à 42 ans de prison d'État, sans libération conditionnelle avant 28 ans. Les chefs d'accusation comprenaient dénonciation calomnieuse, mise en danger d'enfants, falsification de preuves, complot et intimidation de témoins. Mais elle n'en avait pas fini. Elle a également ordonné qu'il me verse une indemnisation complète, ainsi qu'à Carla, Amanda et toute autre personne impliquée dans ces autres combines. Elle a demandé au service de protection de l'enfance et au procureur d'ouvrir des enquêtes sur les signalements antérieurs faits par lui dans n'importe quel comté du Texas, remontant à 10 ans. J'ai pleuré, non pas parce que c'était fini, mais parce que quelqu'un, enfin, nous avait suffisamment cru pour le faire tomber. Mais le karma n'en avait pas fini avec les autres. Kelly, mon ancienne assistante, a été reconnue coupable de complot criminel et d'obstruction. Il s'est avéré qu'elle avait également volé de l'argent dans la caisse de la garderie avant de disparaître. Elle a écopé de 5 ans. Son accord de plaidoyer lui a évité pire, mais son nom était désormais lié à l'affaire pour toujours. La femme sur les images de la caméra Ring, elle s'appelait Tracy. Elle avait été dans la vie de Tyler par intermittence pendant des années.
La police a trouvé des téléphones prépayés et un jeu de fausses pièces d'identité dans sa voiture. Elle travaillait comme coursière à temps partiel et avait aidé Tyler à contacter des gens depuis la prison. Elle a écopé de 3 ans de prison de Comté pour complicité avec un criminel et violation d'ordonnances judiciaires. Les services de protection de l'enfance, sous la pression du tollé public, ont licencié 2 assistants sociaux pour ne pas avoir correctement vérifié le signalement anonyme. Ils m'ont présenté des excuses publiques en direct à la télévision. Ça ne signifiait pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et la garderie ? Je l'ai rouverte 6 mois après la condamnation de Tyler. Ma licence a été rétablie, et grâce à la couverture médiatique, j'avais plus de familles demandant à s'inscrire que je ne pouvais en accueillir. Je l'ai rebaptisée Racine montante, Rising Root, parce que nous n'oublions pas d'où nous venons, mais nous grandissons quand même. Kyle et moi avons suivi une thérapie. Le stress nous avait changés, mais nous avons tenu bon. Il s'est enfin ouvert sur la culpabilité qu'il ressentait d'avoir laissé entrer Tyler, de ne pas nous avoir protégés dès le début. Je lui ai dit que nous avions tous été trompés, mais que nous ne nous laisserions plus avoir. Et mes enfants ? Ils vont bien maintenant. Nous avons tout expliqué. Ils connaissent la vérité d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Ils sursautent encore quand ils voient une voiture de police passer, mais nous guérissons. Quant à moi, j'ai franchi une dernière étape. J'ai envoyé une lettre à Tyler, pas de menace, pas de colère, juste une photo de ma nouvelle enseigne de garderie, une liste des enfants inscrits, et une courte note. Tu as essayé de détruire tout ce que j'ai construit, mais tu m'as rendue plus forte. Profite bien de ta cage. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en avais pas besoin, parce que la cage de Tyler n'était pas seulement faite de béton et de barreaux, elle était faite de chaque mensonge, de chaque acte cruel, de chaque personne qui l'avait utilisé. Et tout s'est effondré. Il est dans une cellule maintenant, oublié par la plupart, mais je me souviens, et je suis toujours debout.